Nous sommes ici au 34 boulevard Pacheco. Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, il s'y passe beaucoup de choses. On a une forme de laboratoire qu'on a voulu convoquer avec l'ensemble des acteurs qui ont élaboré ce workshop. Alors, l'idée, c'était de vraiment poser des questions sur le modernisme à Bruxelles et comment essayer justement de travailler un nouveau regard, une nouvelle ambition par rapport au modernisme et surtout les relations qu'il peut entamer avec la question de l'espace public, la question du paysage et bien sûr les enjeux qui nous attendent tous, les enjeux climatiques. Alors vous avez fait des workshops, des ateliers pendant une semaine. Qui était présent? Et il y avait des professeurs, des architectes, des étudiants. Comment est-ce que vous avez fait ça? Alors ça s'est déroulé de la manière suivante. Donc on a d'abord eu un groupe d'étudiants principalement internationaux qui ont sollicité et qui ont voulu participer justement à ce workshop. Donc ça c'est la première matière avec laquelle on a travaillé. La deuxième c'est en fait on a convoqué des conférences qui sont venues expliquer la question de l'héritage aussi, la question de comment s'approprier cet héritage et comment en faire un réel devenir. Et puis on a aussi eu des personnes qui sont venues donner leur intention, des critiques pour justement faire bouger les lignes par rapport à la question du modernisme à Bruxelles. Alors concrètement il y a 3 groupes de travail qui ont été intégrés. Donc il y a un groupe qui a vraiment travaillé sur la question de l'analyse des sites et comment en fait on peut réellement créer des réseaux à haut potentiel pour connecter ces bâtiments modernistes qui sont très souvent des objets singuliers. Et puis le deuxième groupe a plutôt travaillé sur comment essayer de retravailler la qualité du paysage et de l'eau, notamment sur le boulevard Pacheco, avec des propositions qui sont à la fois macro et à la fois micro. Et un troisième groupe essaye plutôt de travailler sur comment tisser du lien, notamment sur un îlot qui était le cas d'étude. Le cas d'étude, c'est en fait l'îlot ici du passage 44, qui est extrêmement intéressant parce qu'il combine beaucoup plus de facettes que l'on peut l'imaginer vu de la rue. Donc on a ici l'université Saint-Louis qui est ici à côté, l'université de Louvain qui va venir s'implanter avec les 2 futurs bâtiments. Et bien sûr, il y a également toute la notion du travail qui est intégrée dans cet îlot. Et l'idée, c'était de voir comment créer justement une symbiose dans la perméabilité de tous ces espaces qui sont à la fois publics, semi-publics, mais aussi privés, et pouvoir donner un potentiel pour retravailler ces questions de modernité à Bruxelles avec des réelles qualités d'espace public à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Le but n'est pas forcément de faire un projet concret de manière pragmatique, mais c'est surtout de poser des questions et de développer des lignes sur lesquelles on pourrait peut-être s'attarder sur la manière dont on veut imaginer les bâtiments modernistes. Qui est à l'initiative de cette réflexion? Alors l'initiative, elle revient à des acteurs qui sont des bureaux d'architecture. Donc on a le bureau Atueo, le bureau 8, le bureau Multiple et le bureau hollandais Wessel de Jong qui eux travaillent énormément sur les qualités patrimoniales et ont été intéressés de travailler avec nous sur ce sujet-là. Une conclusion en fin de semaine? Magnifique découverte. Par rapport à des entrevues qu'on a eues avec des étudiants qui ont découvert en fait des facettes que l'on ne connaissait pas du tout de la manière justement de créer cette relation entre l'espace public et ces bâtiments modernistes. Et donc par rapport à ces découvertes, on espère que bien sûr on va pouvoir créer des sortes d'outils capables à ces étudiants et plus tard à ces architectes de pouvoir les convoquer pour pouvoir peut-être travailler la ville autrement, mais aussi de pouvoir attirer l'attention sur des enjeux qui ne sont pas forcément liés à des enjeux qui sont ceux des bâtiments, mais aussi qui sont liés à des interactions entre ce qui est espace public et ce qui est le bâti d'aujourd'hui à Bruxelles. Avec Flo, on est parti au Bénin construire un centre pour enfants qui était notre projet de fin d'études qu'on a fait donc, à la Cambre dans l'atelier de Brinfo et de Terlinden. Donc c'était un projet en terre crue, en paille, travailler avec toutes les ressources locales et c'est un peu un acte fondateur dans la prise de conscience de travailler avec les matériaux qu'on a sous nos pieds. En fait, on a essayé de transposer cette idée dans une métropole comme Bruxelles. Donc, comment on peut travailler avec les ressources locales dans une ville entièrement minéralisée. Là, on s'est dit qu'on voulait explorer d'autres modes de production de matériaux liés à l'architecture. Et on a travaillé sur le mycélium, qui est la partie végétative des champignons. On a rejoint l'équipe du Fungal Lab, qui est un laboratoire d'expérimentation autour des champignons. D'un point de vue microscopique, c'est une matrice qui est ductile, qui vient encager un corps.
Et en fait, à partir du moment où on choisit un corps différent, donc ça peut être des copeaux de bois ou de la sciure, ben forcément, le mycélium en tant que tel, les ifs du mycélium vont rendre le matériau plus souple, plus dur, etc. On utilise du coup de la paille, des sciures de bois plus fines, etc. Ou des briques avec des matériaux qui sont plus épais, par exemple des gros copeaux de bois. En fait, le mycélium va commencer à le manger et va se saturer. Donc là, on a un truc qui est beaucoup plus dur, là, on a un truc qui est beaucoup plus souple, qui est plus isolant du coup. Moi, vu que je suis un petit peu plus long à la détente, je suis resté sur la question de la terre crue, que j'ai continué à creuser. Moi, sur le côté, je suis allé reprendre les études à Grenoble, faire un post-master avec le laboratoire Cratère, puis continuer à acquérir ces compétences. Donc moi, plutôt sur la question de la terre crue et les garçons sur le mycélium. Puis après, c'est là qu'on a rejoint nos équipes une fois que j'avais digéré cette question de terre et que vous aviez fini votre période de recherche empirique. Enfin, en tout cas, 2 clés d'entraide différentes pour un même sujet. Ouais, et c'est ça ça. nous a permis de regrouper un peu ces recherches et de voir un peu comment on pourrait aller plus loin avec un autre matériau en fait. Et puis après, quand on s'est retrouvés, on a eu un projet de résidence d'artiste dans un centre d'art, donc le Centre d'art contemporain du Luxembourg belge. On avait nos amis de Futur Primitif avec nous qui faisaient l'exposition, qui eux ont fait cette table. Donc l'expo était entre 2 parties, donc cette grande table sur laquelle il y avait des céramiques. L'idée c'était de les cuire sur place, les émailler avec des émaux faits à partir des résidus de la combustion du fer du site. Donc il y avait un premier renvoi dans le passé du lieu, et nous, l'idée c'était de construire un four en céramique pour cuire à la fois, donc être dans le présent et cuire les céramiques sur site, et à la fois renvoyer au passé. Et donc en fait ça a été un moment important parce que le changement d'échelle s'est pas très bien passé. C'est la première transposition du coup de sortir vraiment du laboratoire et passer à une échelle plus grande. Et en fait on s'est retrouvé avec une contamination de nos panneaux de mycélium qui devaient initialement couvrir le four à céramique. On s'est rendu compte qu'on est architecte avant tout, et qu'en fait cette question de la matière elle est hyper importante et on doit se frotter, on doit sortir de l'abstraction de la grille d'AutoCAD des pochets noirs. On doit plus dessiner des lignes mais redessiner des murs. C'est de prendre la conscience de qu'est-ce que tu mets en œuvre, quel est l'impact d'un matériau que tu mets en œuvre, quelles sont ses caractéristiques mécaniques, quelles sont ses caractéristiques esthétiques, etc. et re-rentrer dans la question de la matière. Et ce qui est important, c'est que tu saches en tant qu'architecte, quand tu dessines tel matériau, il y a une chaîne de production avec tel impact, et c'est pas le matériau magique béton qui peut faire voile, mur, dalle, couverture, etc. C'est ok, le bois il travaille comme ça, tel type de bois travaille comme ça, tel type de bois travaille comme matériau porteur, qui peut franchir, qui peut parer en extérieur, en intérieur. La terre, il y a différentes techniques, la terre en remplissage, la terre porteuse, la terre en enduit. Et donc, en fait, tu retournes dans une espèce de marmite où tu te dis, tu n'as pas une recette miracle. On n'est pas obsédé avec le mycélium, on n'est pas obsédé avec la terre. C'est de se dire, j'ai une boîte à outils qui correspond, qu'il soit technique, donc les matériaux que tu mets en œuvre, mais aussi assurantiel au niveau des entreprises. Tu as une boîte à outils face à toi et tu composes le projet avec ça. Et tu pars de ces questions-là, sans jamais oblitérer la question de nos disciplines, la question de la forme, la question de l'espace, la question de la lumière, la question esthétique. Et en fait, c'est vraiment une reconquête de la technique par du métier d'architecte. Du métier d'architecte aussi, quoi. Donc, il y a aussi, c'est un engagement au niveau décarbonation, en tant que praticien aussi. On arrive aussi à un moment où dans les bureaux d'archi, on a toujours travaillé avec un cahier des charges qui a été qui est défini depuis des années, qui n'a pas bougé. On réutilise juste des articles qu'on remet en place bêtement parce que on a appris comme ça, et en fait, étant donné que là maintenant ça change, on est obligé de recréer ces cahiers de charges, et pour recréer tous ces cahiers de charges, du coup on doit faire beaucoup de recherches, et du coup on se conscientise de beaucoup plus par rapport à ce qu'on va utiliser, donc c'est presque bénéfique qu'on en soit là maintenant de devoir retravailler tout ça. Parce que... Maintenant, c'est ça, il y a des acteurs maintenant qui, sur le réseau bruxellois, on pense à Natura Mater par exemple, qui eux sont un appui qui nous aide en tant que sourceurs de matériaux géosourcés, biosourcés. C'est tout plein d'initiatives qui fleurissent en fait, donc oui, on est clairement pas les seuls. Ok, il y a l'appel d'offres pour Venise, les gars, c'est le moment, il faut qu'on y aille. On n'a rien à perdre, il faut qu'on tente l'aventure. Et en fait, on avait rencontré Vinciane Després, la philosophe, pendant le temps de la résidence au Centre d'art contemporain. En fait, les fournisseurs pour Venise étaient des gens avec qui on avait travaillé, donc on avait déjà les réflexions, les acteurs, et on s'est dit, ok,
tu as le squelette, tu as le pavillon vide, et tu proposes une thématique, une équipe et un projet. C'est poser une question générale, la question de la décarbonation, qui est en lien avec la thématique générale de la Biennale, qui est Laboratoire du futur, qui travaille sur la décarbonation et la décolonisation. Nous, on est plutôt sur la question de la décarbonation, donc impact des matériaux, etc. Et enjeu local, il y a des acteurs sur le territoire belge qui existent, et c'est montrer ces acteurs. Et quoi de mieux que de parler de matériaux et de techniques en construisant un espace. Le pavillon belge est un bâtiment en croix, donc symétrique. C'est le premier pavillon qui a été construit à Venise, donc en 1907. Donc, vous arriverez, vous rentrez, et en fait dans l'espace central, donc il y a une grande ossature bois qui est fait avec du bois de la forêt de Swan, donc produit par Sunyan Wood, acteur bruxellois. Une dalle en terre crue qui donc est produite par BC Metals, un autre acteur bruxellois. Voilà, avec donc, la question du minéral, le pourtour avec le squelette bois, et à l'intérieur, un parement en panneau de mycélium. Donc on a travaillé sur des dualités très simples, vraiment au rudiment d'espace architectural. Donc c'est le vu, le non vu, ombre, lumière, minéral, végétal. Et après il y a donc l'exposition qui va être dans les pièces connexes. Je pense que c'est un message résolument optimiste. Après, on ne sait pas encore comment ça va être intercepté par le public, mais pour nous, on pense qu'il y a des solutions, en tout cas à ces changements climatiques, etc. Et que ça réside aussi dans le choix de la matière, dans travailler avec le vivant, c'est aussi comprendre ce qui nous entoure, comment cohabiter avec les autres, les non-humains en fait. Et du coup, ouais, je pense que le message est résolument optimiste et politique, bien sûr.